Invité, c'est ce qui va donner le ton politique pour toute la journée. J'ai le plaisir de vous retrouver au début de chaque séance pour vous faire vivre en direct de l'hémicycle les temps forts des textes qui sont discutés par les sénateurs. Et puis je vous donne également rendez-vous pour une nouvelle émission, À nous le Sénat. Elle donne la parole aux sénateurs Nouvelle Génération, élus en septembre 2011. On refait la séance, les réactions à chaud des ministres et des parlementaires à leur sortie de l'hémicycle. Tous les vendredis, Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire. L'Europe, ce n'est pas que la crise de la dette et la bureaucratie. C'est aussi 500 millions de citoyens que je vous propose de rencontrer au travers de 2 rendez-vous, Europe Hebdo et Enquête d'Europe. Dans Déshabillons-les, je déshabille les politiques et ils se déshabillent aussi. Mais toujours en tout bien, tout honneur. Alors un lieu, une histoire, c'est un lieu, un territoire connu ou inconnu, là où c'est écrit l'histoire. Un lieu, une histoire, ce sont également des hommes et des femmes, ceux qui ont fait cette histoire. Un lieu, une histoire, c'est pour mieux connaître et mieux comprendre l'épopée d'un pays, avec également tous ceux qui aujourd'hui perpétuent sa mémoire. Itinéraire 10, je vous emmène à la rencontre d'une France inattendue, des modes de vie qui évoluent, un patrimoine qui se transforme, un regard nouveau sur vos territoires. Preuve par 3, chaque mardi en direct, c'est avec l'agence France Presse l'occasion pour les hommes politiques de venir faire leurs preuves. Génération République, c'est le rendez-vous du vivre ensemble vu par les jeunes. Un monde de bulles, c'est la seule émission du PAF entièrement consacrée à la bande dessinée. La politique c'est net, c'est le rendez-vous des gazouilleurs et des connectés. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le web sans jamais avoir osé le demander. Les Pieds sur Terre, c'est le magazine des initiatives écolo. Le 19h, c'est tous les jours la synthèse de l'actualité politique et également des travaux du Sénat. À 22h, je vous dévoile toute l'actualité, bien sûr, c'est du lundi au jeudi. Rendez-vous à 22h donc. La saison publique Sénat 2012-2013, c'est quand les neurones prennent le pouvoir. Désavouée par la justice, l'équipe médicale en charge de Vincent Lambert plaidait pour l'adoption d'un processus d'euthanasie, une possibilité pourtant permise par la loi sous certaines conditions. Ce jugement remet en cause la loi Leonetti, pourtant seule loi de la République, de la Ve République votée à l'unanimité, et à travers elle, elle remet en cause nos garanties à chacun et à chacune de ne pas être victime un jour d'acharnement. Ces problématiques sont questionnées. La loi Leonetti, votée en 2005, offre un cadre, mais le cas de Vincent Lambert vient souligner qu'il est parfois trop étroit pour les familles et les professionnels de santé. Nous avons clairement dit dès le début de l'année dernière qu'il fallait une adaptation des textes contenus dans la loi Leonetti. Donc il est certain que pour nous c'est une base fondamentale sur laquelle l'ensemble du corpus de la société peut s'appuyer, mais qu'elle ne peut pas embrasser l'éventail des situations. Une nouvelle loi pour clarifier les situations, Philippe Bas n'y croit pas. Pour l'ancien ministre de la Santé, les outils actuels suffisent. Je crois qu'il est inutile de faire évoluer la loi. On ne réglera pas les problèmes de la mort et de la souffrance en empilant les textes supplémentaires. Concentrons-nous sur cet accompagnement de la fin de la vie et utilisons les instruments de la loi Leonetti qui est parmi les plus avancés d'Europe. Le texte est pourtant voué à évoluer, les consultations ont déjà commencé et François Hollande l'a confirmé, une loi suivra dans l'année. Un nouveau débat de société en perspective pour 2014 sur les braises encore chaudes de celui sur le mariage pour tous. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'allègement du millefeuille territorial décliné par le gouvernement. Après l'annonce du président de la République de réduire le nombre de régions, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est déclaré favorable à la suppression des départements de la première couronne parisienne. La proposition n'est pas nouvelle et elle fait grincer des dents. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Eh bien moi je suis favorable à ce qu'on aille vers la suppression des départements de la première couronne. Les mots sont lâchés. Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre souhaite la disparition de ces 3 départements. Une annonce bien accueillie par le sénateur des Hauts-de-Seine, Philippe Kaltenbach, qui avait défendu cette idée lors du débat sur les métropoles. Je suis très heureux de cette position prise par le Premier ministre. On ne peut pas tout le temps rajouter de nouvelles couches de collectivités territoriales sans en supprimer d'autres qui n'apportent plus grand-chose aujourd'hui.
Personnes âgées, petite enfance, RSA. Au contraire, pour certains sénateurs, fusionner les compétences des départements au sein de la métropole apporterait de la confusion. Je trouve extrêmement dommageable d'éloigner encore la politique sociale de nos concitoyens. On le sait que la proximité, bien évidemment, ce sont les communes, mais là, on nous parle de transférer ces compétences à la métropole. Donc c'est encore plus éloigné de nos concitoyens. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Même son de cloche chez les communistes qui voient cette disparition de la petite couronne d'un très mauvais œil. C'est un mouvement de reconcentration qui vise en fait à faire des économies. Derrière tout cela, ça sera évidemment moins de services publics, moins de services rendus à la population. Et c'est évidemment un coût très grave, je pense, aujourd'hui, à cette cohésion sociale que nous nous efforçons en tout cas de défendre dans les départements. Outre la petite couronne parisienne, le gouvernement semble vouloir supprimer les départements partout là où s'implanteront les futures métropoles. Marie-Lise Lebranchu a déjà promis des aides financières à ceux qui fusionneront. Dans l'actualité, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, a dévoilé aujourd'hui sa réforme de l'éducation prioritaire qui concerne actuellement 20% des élèves, avec comme ambition de donner les mêmes chances aux enfants des milieux défavorisés. On l'écoute sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a 37% d'écart en termes de maîtrise des compétences fondamentales entre un élève de l'éducation ordinaire et un élève des réseaux les plus durs. 37%. Et nous sommes fixés de réduire dans le quinquennat à 10%. Nous voulons, par l'incitation, faire que l'excellence revienne dans ces quartiers. Et c'est pour ça, excellence pédagogique, option, parcours d'éducation artistique et culturelle, de telle sorte que les parents n'y soient pas contraints, mais aient l'envie d'inscrire leurs enfants dans ces établissements. La suite du 22h avec nos invités ce soir. Dans un instant, on accueille la journaliste politique au Journal du Dimanche, Cécile Amar, auteure du livre « Jusqu'ici, tout va mal » chez Grasset. C'est un portrait politique de François Hollande et ses 18 premiers mois à l'Élysée dont nous allons parler dans quelques instants. Mais d'abord, avec nous sur ce plateau, notre chroniqueur économique, Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Nous allons évoquer dans un instant le chiffre du jour, plus 69 000. C'est le nombre de faillites en 2013. On va en parler ensemble. Et puis, pour la chronique politique et parlementaire, notre journaliste Public Sénat, Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Alors on va parler justement de l'annonce de François Hollande, déclinée un peu plus aujourd'hui par le Premier ministre. C'est l'allègement du millefeuille territorial. Est-ce qu'il faut croire à un grand soir, à un Big Bang territorial? Alors moi j'y crois pas tellement et je vais vous expliquer pourquoi Sonia. D'abord il s'agit d'un véritable revirement de François Hollande. Je vous rappelle que le chef de l'État a commencé son quinquennat en supprimant le conseiller territorial créé par Nicolas Sarkozy. Le conseiller territorial, eh bien c'était le premier étage de la fusée vers l'allègement du millefeuille territorial et la suppression des départements. Ensuite, François Hollande a rétabli la clause générale de compétences supprimée, elle aussi, par Nicolas Sarkozy. Alors pour faire simple, cette clause, elle permet à n'importe quel échelon local de se mêler des dossiers locaux, ce qui entraîne lourdeur administrative et complexité de dossiers. Cette clause a été rétablie en décembre dernier, décembre 2013, par le gouvernement. Et mardi, le chef de l'État a annoncé sa prochaine suppression. Et comment vous expliquez alors cette conversion de François Hollande? Eh bien, à force de chercher des économies partout, François Hollande s'est sans doute rendu compte qu'il y avait pas mal à faire du côté des collectivités territoriales. Alors là, il n'y a pas 36 moyens de trouver des économies dans les collectivités. Soit on supprime un échelon, c'était ce que voulait faire Nicolas Sarkozy en supprimant le département, soit on diminue le nombre de collectivités. Le chef de l'État a donc choisi cette seconde piste. Alors Sonia, est-ce que c'est réalisable? Eh bien, on est tous d'accord pour dire qu'il y a trop d'échelons locaux en France, trop de communes notamment, mais personne n'y touche, car les élus passent rarement à l'acte en matière de décentralisation dès qu'on touche à leur collectivité. Le gouvernement vient d'ailleurs de tester les résistances sur la création des métropoles. La réussite autour de Lyon ne doit pas cacher les fortes résistances qu'il y a eu sur la création du Grand Paris ou sur Marseille. On se souvient ici au Sénat de la délégation d'élus marseillais venus manifester contre le projet de loi à la Haute Assemblée. En Ile-de-France, Jean-Marc Ayrault, et on vient de le voir dans le reportage, a proposé ce matin donc de regrouper les 3 départements de la Petite Couronne. Levée de bouclier immédiate notamment à gauche, notamment chez les élus communistes, et je doute que le département des Hauts-de-Seine aura envie de fusionner avec la Seine-Saint-Denis. Mais il y a aussi des collectivités où se dégage une envie de fusion. C'est ce qui s'était d'abord passé en Alsace, mais ensuite les peurs de se faire croquer par plus gros que soi, la frilosité l'ont emporté, et le référendum organisé a finalement été rejeté. Idem en Corse, en Outre-mer, où des récents référendums ont tous été négatifs. Alors vous imaginez bien qu'en Bretagne, où le simple fait de dire que Nantes va rejoindre Rennes
c'est presque encore le prétexte à une guerre. En Normandie, où les présidents de la Haute et de la Basse Normandie ont tout de suite exprimé le refus d'une réunification, ou encore en Poitou-Charentes, qui se diviserait entre le Limousin et l'Aquitaine, eh bien, Ségolène Royal s'est dit aujourd'hui favorable à des partenariats, mais elle n'a pas parlé de disparition de sa région. On l'écoute. Elle se réalisera à deux conditions. À la condition qu'on parte sur des projets opérationnels. Je propose que l'on commence par exemple par les universités, en mettant ensemble 3 régions pour avoir des pôles universitaires de taille mondiale. Et deuxièmement, si on associe bien la population pour qu'elle soit d'accord avec ces transformations. Et moi je pense que si on fait bien les choses avec respect, eh bien ça pourra réussir. Voilà, donc on vient d'écouter Ségolène Royal qui met beaucoup de conditions donc à la disparition ou à l'éclatement de sa région Poitou-Charentes. Mais au-delà, Sonia, des querelles de clocher, il faut savoir que pour fusionner 2 départements ou 2 régions, depuis la réforme territoriale de 2010, eh bien, il faut organiser un référendum. Et pour éviter que ne se reproduise l'échec alsacien, le gouvernement souhaiterait assouplir ce dispositif. Il faudrait donc sans doute une nouvelle loi territoriale, une loi organique, ce qui signifie que l'Assemblée nationale n'aurait pas le dernier mot sur ce texte, que le Sénat aurait un poids assez fort. Et dans l'état actuel de la majorité ici au Sénat, quand on connaît les résistances des élus, c'est pas gagné. Pour finir, je dirais que certains élus sont favorables au regroupement de collectivités, poussent même à l'organisation d'un référendum national qui mettrait chacun face à ses responsabilités. Mais là, évidemment, il y a un risque politique pour le gouvernement en cas d'échec. D'autres, enfin, comme par exemple le sénateur UMP Philippe Dallier, suggèrent au gouvernement d'utiliser carrément l'article 49.3, c'est-à-dire qui permet d'adopter un texte sans vote. Mais là aussi, c'est pas sans conséquences politiques. Alors on le voit bien, si François Hollande est vraiment déterminé, il va sans doute falloir passer un petit peu en force. Merci beaucoup Perrine Tannot et on accueille sur ce plateau Cécile Amar. Bonsoir et bienvenue. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes journaliste politique au Journal du Dimanche. On va parler de ce livre dans quelques instants. Jusqu'ici, tout va mal chez Grasset. C'est un portrait politique de François Hollande et ses 18 premiers mois à l'Élysée. Juste pour réagir peut-être à la chronique de Perrine Tannot, justement, sur ce millefeuille territorial, ça a été l'une des annonces lors de la conférence de presse de François Hollande. On parle d'une conversion du président. Est-ce qu'il pourrait passer en force sur ce sujet qui suscite beaucoup de crispation chez les élus, y compris à gauche? On verra ce qu'il en fait. Ce qui est surprenant, c'est que jusque-là, c'est quelqu'un qui s'attaquait jamais à ça. C'est quelqu'un qui a été très attaché à ses mandats locaux, qui a été... mais il a cumulé pendant des années et il est maintenant... pour l'interdiction du cumul des mandats. Donc il peut aller sur des choses... Donc c'est une vraie conversion. Ah oui, c'est quelque chose, jusque-là, il n'a jamais voulu dire ça, y compris pendant la campagne, il y a des gens qui essayaient de lui dire faudrait aller vers ça, faudrait dire des choses. Voilà. Jean-Luc Bombaud, est-ce que vraiment c'est une source d'économie, cette réduction du nombre de régions? Alors Perrine avait commencé justement son topo, son article sur la recherche d'économie, mais franchement, il n'y a aucun... D'abord, on ne sait même pas où on va. Et deuxièmement, il n'y a eu aucune recherche véritablement sérieuse. Il y a eu des évaluations un peu abstraites. Les fameux départements disparus feraient 10 milliards d'économies. Personne ne sait comment ce chiffre est sorti, comment il a été établi. Alors, moi j'ai l'impression que cette histoire de millefeuille territoriale, c'est une sorte de tarte à la crème et que je ne vois pas très bien jusqu'où ça pourrait aller. Peut-être pas des économies à court terme, mais peut-être qu'à moyen ou à long terme. À terme, ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République, oui, peut-être jusqu'en 2017, justement. On va en parler dans un instant. Alors justement, la chronique économique, Jean-Luc Bombaud, on va parler d'un chiffre, c'est le chiffre du jour, 63 000 pics de défaillance pour les entreprises en 2013, année noire. Oui, et ça veut dire qu'il y a 270 000 personnes, 270 000 emplois qui sont concernés. Alors c'est une année noire, d'autant plus noire qu'en réalité, on est sur le même chiffre qu'en 2009. Rappelez-vous, en 2009, le PIB de la France avait baissé de 2,5%. Or, en 2013, le PIB est resté stable. Ça veut dire que pour une activité plus intense de l'économie, eh bien, les entreprises ont disparu au même rythme. Ça veut dire qu'il y a une fragilisation croissante de l'économie française. Et c'est ça surtout le problème, au-delà du chiffre qui nous est présenté aujourd'hui. Alors, le gouvernement, puisque jusqu'ici tout va mal, le gouvernement donc a essayé de réagir de deux façons. D'abord, ça a été le CICE, oui, et qui est déjà d'ailleurs en activité, dont il espère 60 000 emplois par an, ce qui est extrêmement optimiste, parce que la plupart des économistes vous diront, en fait, si on en fait 30 000, on sera très content. Mais enfin, restons sur la base des 60 000, grâce à ce ICE qui, en 2015,
coûtera 20 milliards d'économies d'impôts aux entreprises. Comme ça ne suffisait pas, le président de la République a présenté mardi un nouveau volet de son programme d'allègement de charges, 10 milliards de plus, ce qui nous ferait 90 000, dans la meilleure conjoncture possible, 90 000 emplois créés grâce à ces allègements fiscaux, ce qui permettrait tout juste de stabiliser le chômage. Alors aujourd'hui, M. Arnaud Montebourg arrive, présente ses vœux et dit aux entreprises, contre ces 30 milliards, on va vous demander 2 millions de création d'emplois sur 5 ans. Horreur chez les patrons, dans le MEDEF, qui dit, attendez, moi je vous propose 1 million d'emplois, mais contre 100 milliards de baisse de charges. Entre les milliards et le nombre d'emplois, on ne sait que s'accrocher dans le combo. Non, je veux dire par là que le débat sur les contreparties va être extrêmement intense. Montebourg dit 2 millions d'emplois pour 30 milliards et les patrons disent non, 1 million d'emplois pour 100 milliards. Donc on est dans une situation où là, il va y avoir un bras de fer qui est en train de se dessiner. Et de toute façon, les chiffres et du MEDEF et de M. Montebourg sont un étalement sur 5 ans. 5 ans, on sera déjà à la fin de la première partie du mandat du prochain président de la République. 2017 sera déjà passé. Merci Jean-Luc Gombault. Sur l'aspect économique, Cécile Amar, sur ce pacte de responsabilité, est-ce que vous qui suivez François Hollande, on va le préciser depuis de nombreuses années, une dizaine d'années, est-ce que pour vous c'est devenu la colonne vertébrale de la suite de son quinquennat, ce pacte de responsabilité? C'est en tout cas un tournant dans sa politique, ça c'est sûr. C'est un tournant dans les mots et dans la politique qu'il mène. C'est pas ce qu'il a dit dans la campagne, c'est pas ce qu'il disait quand il était Premier secrétaire pendant des années, c'est pas ce qu'il disait par exemple quand Lionel Jospin était Premier ministre. Parce qu'il y a déjà eu un débat en France sur la social-démocratie, est-ce que le modèle c'est Tony Blair, c'est Gerhard Schröder. Non mais ce qui est intéressant c'est que quand ce débat s'était posé de 1997 à 2002 en France, Lionel Jospin était très hostile, et François Hollande était très hostile à Gerhard Schröder et à Tony Blair. Donc oui, forcément, c'est quelque chose d'important. Un tournant, ou est-ce que vous diriez que François Hollande, finalement, il est redevenu lui-même? Il est revenu sur ses pas? Parce que déjà, je crois, dans un livre en 2006 avec Edoui Plenel, il parlait justement de la social-démocratie de manière tout à fait naturelle. Il l'a toujours été? Je ne sais pas s'il l'est ou il l'a toujours été. Moi, je ne sais pas ce qu'il pensait profondément. Si on dit ce qu'il pense profondément, c'est ce qu'il pensait dans les années 90, par exemple, quand il était un des amis de Jacques Delors. J'ai fait un exercice qui, moi, m'intéressait. Un des fils, même, entre... Ouais, enfin, moi, je ne dirais jamais ça. Jacques Delors, il avait un fils, son fils, il est mort. C'est autre chose. Mais en tous les cas, il était très proche. On ne joue pas avec les mots sur ça. Il a dit qu'il était très proche de lui. J'en ai fait un chapitre pour expliquer qu'ils ont des relations aujourd'hui extrêmement compliquées parce qu'il ne lui rend jamais hommage. Juste, ce qui était intéressant, c'est que Jacques Delors, en 1994, il a voulu être candidat à la présidentielle. Il y a renoncé. Moi, j'ai relu ses mémoires où il réexplique pourquoi il renonce à la présidentielle. Il dit « Je n'aurai pas de majorité pour faire le programme que je veux. Le programme que je veux, c'est l'assainissement des finances publiques. C'est la baisse du coût du travail, l'allègement des charges en échange de contrepartie en matière d'emploi et de formation pour les jeunes. » Alors, on va rentrer en détail dans le portrait politique de l'homme, François Hollande. D'abord, ce livre, c'est le fruit de 10 années passées dans le sillage de François Hollande. C'est un travail donc dans la durée pour aboutir à un portrait au laser, au plus près de l'homme politique. D'abord, comment vous avez travaillé? Est-ce que c'est un mix de confidences, d'histoires racontées et d'analyses de votre part? C'est un mix d'enquête, oui, je le connais. Moi, j'ai commencé le journalisme politique en 1999. J'ai toujours suivi que la gauche. Donc moi, quand j'ai commencé, il était Premier secrétaire. Donc oui, je le connais depuis très longtemps. Donc j'ai des dizaines et des dizaines de carnets de notes, de rencontres avec lui. Donc j'ai fait cet exercice. Après, je suis journaliste au Journal du Dimanche où je suis l'Élysée. Donc j'ai vu plein de gens, je me suis fait raconter plein de choses. Je suis allé le voir, lui, 2 fois. 2 longs entretiens enregistrés pour lui reposer des questions, pour le faire parler. Et oui, je parle souvent, enfin c'est mon métier de parler à ces ministres. Voilà, ce que je veux dire, c'est ma matière, c'est Hollande, ses amis, ses ennemis, enfin voilà. Le portrait de l'homme politique que vous dressez est celui, c'est à la fin du livre, d'un responsable froid, sans affect, comme l'a dit Valérie Trierweiler, qui tranche avec l'image joviale, chaleureuse, qui ressort et qui l'entretient. Peut-être, est-ce que c'est l'indifférent dans la vie politique et peut-être personnel, le président indifférent? Moi, c'est ce que je dis, avec une remarque, c'est que dans les entretiens qu'a fait Jean-Pierre Elkabbach avec François Mitterrand à la fin de sa vie, François Mitterrand a dit, Jean-Pierre Elkabbach lui demande quelle est la plus grande qualité d'un président de la République, il dit j'aimerais croire que c'est la sincérité, mais c'est l'indifférence.
Donc s'il y a cette tone-là, c'est un président de la République. Mais oui, moi, ce qui m'a frappé, je le connais, les gens le connaissent depuis longtemps, pendant longtemps, pour séduire les gens, pour séduire la politique, il montrait un personnage extrêmement gentil, extrêmement aimable, extrêmement affable, toujours rigolant et toujours... Moi, j'avais enquêté sur quand il était premier secrétaire, quand il était président du Conseil général. Personne ne vous racontait les scènes qu'on m'a racontées maintenant qu'il est à l'Élysée, où, oui, il le dit lui-même, j'engueule les gens, je fais exprès de les engueuler, il envoie valser des dossiers. Enfin voilà, il est au pouvoir, il a besoin d'être efficace, il trouve que ça va pas assez vite, il trouve que les gens sont pas efficaces, il leur dit, il n'est pas très agréable avec eux. Je raconte une scène en Conseil des ministres où Cécile Duflot, ministre du Logement, vient présenter le programme, enfin son projet de loi sur l'encadrement des loyers. C'est un moment assez solennel, c'est un engagement de campagne du président de la République. Elle l'applique, il prend la parole à sa suite, il dit mais les agents immobiliers, ils sont pas contents, est-ce qu'ils ont vraiment été concertés, est-ce que c'est une bonne chose l'encadrement des loyers? Devant des ministres un peu stupéfaits. Il se braque quand il y a manque de résultats, quand ça ne va pas assez vite, il se braque. C'est ce que vous dites. Oui, je dis que face au pouvoir, il se cabre et il se braque face à l'absence de résultats aussi. Oui, qui est aussi en partie de son fait. Oui, mais qui forcément lui pose problème. Alors, aussi. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. 2017, François Hollande y pense beaucoup. Ça ne faisait guère de doute, vous êtes d'accord, mais c'est devenu presque une certitude, et une certitude depuis sa conférence de presse mardi. Un président déjà en campagne, on en parle juste après, mais d'abord, les faits, c'est avec Paul Bouffard. Regardez. C'est que d'ici 2017, aucune élection intermédiaire ne doit nous paralyser. Son cap est défini, rien ne peut l'arrêter. 2017, une date qui fait mouche dans la bouche du président. Jusque-là, François Hollande avait mis des étapes courtes. Premiers mois, voire premières années de son quinquennat. Aujourd'hui, nouvelle donne. Effectivement, ça nous rapproche du coup des élections. Et c'est de dire, eh bien voilà, probablement je remettrai en jeu mon mandat et on me jugera en fonction de ce que j'aurai fait pendant ces 5 années. Et le président a son plan de bataille. D'abord, affaiblir la droite. Aujourd'hui, revirement libéral, il y sème la pagaille. Ensuite, prendre en otage le centre en jouant une partie de sa politique. Enfin, tenir son camp sous pression. Le gouvernement engagera sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Comme François Mitterrand, on a là, me semble-t-il, un François Hollande assez belliqueux là aussi et qui dit, eh ben voilà, on se battra mano à mano, mais ne comptez pas sur moi pour laisser l'UMP ou la droite m'attaquer sans répondre. En 2012, il s'inspirait de la campagne présidentielle de 1981. Et comme François Mitterrand, les spécialistes le voient aujourd'hui maître du temps. Et depuis mardi, tout va bien. Tout va bien ou tout va mal, vous nous le direz. Mais l'horizon temporel 2017, il y pense beaucoup, tout le temps. Est-ce que c'est la seule élection qui vaille pour lui? En tout cas, c'est la prochaine élection à laquelle il pourra se présenter. Oui, mais est-ce qu'il y pense déjà beaucoup plus que les élections intermédiaires dont il a parlé d'une manière, en disant d'ailleurs intermédiaire, sans préciser municipale ni européenne? Bah oui, mais les élections intermédiaires, forcément, pour un président de la République, quand elles s'annoncent mauvaises, il ne va pas vous dire ça va être très très grave et c'est horrible. Donc oui, non, mais il est... S'annonce-t-elle si mauvaise que cela pour la gauche? On ne sait pas. Voilà. En tout cas, pour l'instant, dans les élections partielles, le Parti socialiste n'a pas brillé par ses scores. Donc on ne sait pas. Mais oui, il a toujours... Mais il croit en lui. C'est que ce qui frappe tout le temps... Très sûr de lui, vous le dites. Hein. Il pense qu'il est le meilleur, c'est pour ça qu'il ne délègue pas, ou peu, vous dites. Non, mais il croit en lui. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens disent ah, mais ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Lui, toujours, quand ça va mal, il pense qu'un jour ça ira mieux. Et il pense forcément que pour lui, ça ira mieux. C'est pas quelqu'un qui a le sens du tragique, c'est pas quelqu'un qui a des doutes, qui se dit ouh là 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 là, je suis à 20%, c'est la catastrophe. Il se dit mais je peux faire que mieux. Voilà. Il pense tout le temps que ça ira mieux. Oui. Est-ce qu'il pense que jusqu'ici tout va mal? On ne peut pas penser que jusqu'ici tout va bien. Et après, jusqu'ici tout va mal, c'était aussi justement pour montrer que son caractère, c'est même quand ça va mal, ça ira mieux après. Enfin voilà, c'était aussi ça. Perrine Parnot. Oui, on parle beaucoup quand même avec son coup de poker, quand même, le pacte de responsabilité annoncé mardi, qui a semé beaucoup de troubles
à droite, qui a divisé l'UMP, mais aussi à gauche, et puis avec un centre qui est quand même plutôt favorable à ce pacte de responsabilité. Donc on évoque de plus en plus une grande coalition sociale, démocrate, que pourrait réunir François Hollande un petit peu à l'allemande. Est-ce que vous croyez, vous, qui peut être dans ce genre de schéma, de tactique? Il n'est pas dans ça aujourd'hui. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que il n'a pas décidé quand il arrivait en mai 2012 de faire ça. Il fait ça parce que l'inversion de la courbe du chômage ne marche pas. Il fait ça parce que ce qu'il a voulu faire depuis qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui n'a pas marché. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... ça veut dire qu'il n'y a pas de vision, voir. Si, il y a des visions. Il voit des choses et il s'adapte à une situation. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il avait pu mener... Si l'inversion de la courbe s'était faite, si avec les emplois aidés ça avait marché, il aurait gardé sa majorité et il tournerait pas... Enfin, c'est pas vrai qu'il a tourné le 6 mai. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas décidé d'arriver et de tourner le dos à ses promesses de campagne. Voilà, il le fait petit à petit. Il essaye de... Jusque-là, il l'a fait dans une manière... Oui, puis dans un tableau en ménageant tout le monde. Ouais. Jusque-là, il ménageait... Voilà, ça marche pas. Il se dit que son seul moyen de faire baisser le chômage, c'est de donner des gages aux entreprises et à ce qu'elles veulent. Donc voilà, il fait en espérant... Et peu importe qui le suivra alors. Non, pas peu importe. Il espère que ça marchera, mais voilà. Après, Et c'est un portrait vraiment qui est très complet que vous dressez de lui. On l'a dit quand même 10 années que vous le suivez. Donc on lit que c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à ses libertés. Il est viscéralement même attaché à ses libertés. On a dit tout à l'heure quelqu'un qui est sûr de lui, qui estime qu'il est le meilleur à ce poste et qui ne délègue pas ou peu. Quelqu'un plutôt froid, sans affect, dit son entourage. Est-ce que vous diriez pour conclure qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de libéré? Il est enfin lui-même sur le plan politique et peut-être bientôt sur le plan personnel? Je ne sais pas moi s'il est enfin lui-même. Alors sur le plan personnel, moi c'est pas mon sujet. Je n'ai pas fait du tout un livre sur la vie privée. Les deux hommes se confondent. Je n'ai pas fait du tout, donc je ne rentrerai pas dans ce débat, j'en sais rien. Sur le plan politique, il a l'air d'être... Est-ce qu'il est plus heureux? Vous lui avez posé la question. Moi je lui ai demandé, mais je lui ai demandé il y a... On était le 9 septembre, en entretien le 9 septembre. Moi, c'est une question que vous lui aurez posé la question aujourd'hui? Oui, moi je pose cette question, j'ai posé cette question à plein de gens tout le temps. Parce qu'en plus, en me disant que quand le but de votre vie, c'est d'être président de la République, quand vous y êtes, forcément, moi je pensais que c'était une question très très simple. Pour moi, j'étais sûre, enfin voilà. C'est beaucoup plus compliqué, compliqué. Il ne m'a pas répondu qu'il était heureux et il m'a répondu qu'il avait perdu sa liberté. Il vous a fait un retour sur votre livre? Non, il m'a dit, je lui ai envoyé, il m'a dit qu'il avait lu. Point, simplement. Ouais. Merci beaucoup, Cécile Amard, d'avoir été notre invitée. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Jusqu'ici, tout va mal, chez Grasset, véritable vraiment portrait politique de l'homme politique François Hollande. Merci d'avoir été notre invité. Merci Perrine Tarnaud et Jean-Luc Gombault. La suite du 22h. Et comme tous les jeudis, on va finir un petit peu plus légèrement. C'est la semaine d'actu, très riche ces derniers jours. Elle est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà, décidément, très inspiré, Hervé Baudry, notre dessinateur qu'on retrouve, vous le savez, tous les mercredis à 22h. On arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, plus généralement. Belle et douce nuit à vous, à lundi, avec plaisir, toujours.